Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage une méthode pour structurer intelligemment tes séances d'entraînement. C'est ce que j'utilise personnellement depuis un petit bout de temps maintenant et c'est aussi plus ou moins la structure que j'utilise pour les personnes que je coach en ligne. Je suis sûr que ça va te permettre d'y voir plus clair dans la conception d'une séance, mais aussi et surtout, ça va te permettre de faire des choix cohérents et d'optimiser ta progression. Donc si tu veux créer ton propre programme, tu peux suivre ce plan et l'adapter en fonction de ton profil et de tes objectifs actuels. Évidemment, il faut que tu te sois fixé au préalable des objectifs. Parce que si tu n'en as pas encore, tu risques de perdre beaucoup de temps et tu vas très probablement rencontrer une période de stagnation rapidement. Donc on est parti. La première partie de mon entraînement, c'est l'échauffement et la mobilisation articulaire. C'est le moment où je mets en marche le corps, où j'augmente très légèrement sa température et je le prépare aux efforts intenses qui arriveront un petit peu plus tard dans la séance. Donc je m'étire un peu et j'augmente progressivement ma mobilité avec des mouvements légers et dynamiques. Ça permet d'augmenter mon amplitude sur certains mouvements, donc d'être plus à l'aise par la suite et limiter au maximum certaines restrictions que je peux rencontrer pendant ma séance. Si dans mon entraînement à venir j'ai du squat, alors je me focaliserai davantage sur les hanches, les chevilles et la colonne vertébrale. Alors que si c'est une séance où j'ai prévu de bosser le back lever, je passerai plus de temps sur le haut du corps en mobilisant mon extension d'épaule, ma nuque et mes lombaires par exemple. Bon, il commence à pleuvoir, mais tant pis, maintenant que je suis lancé, je m'arrête pas. Et c'est super important que cette partie elle soit en cohérence avec la suite de ton entraînement. Si tu t'entraînes en lower body, tu mobiliseras davantage le bas du corps. Si tu fais du upper body, ça sera un échauffement sur le haut du corps. Et si tu fais du full body, alors tu peux mobiliser la totalité des articulations et groupes musculaires. C'est indispensable pour optimiser ses performances, prévenir des blessures et augmenter son amplitude sur les mouvements à venir. Ici, je recommande de réaliser différents enchaînements pendant 5 à 15 minutes et après ça, on passe à la deuxième étape. Juste après la mobilisation, on passe au travail technique et à la coordination. Cette deuxième partie, elle va être parfaite pour pouvoir améliorer tous tes mouvements techniques. Donc tous les mouvements qui vont te demander d'être au top de ta forme et aussi tous les mouvements qui vont te demander de la coordination et de la réactivité. Dans la première partie, on a engagé les muscles, les articulations et les tendons. Et ici, ce sera davantage le système nerveux qu'on cherche à activer. Donc ça peut clairement être considéré comme une deuxième partie de l'échauffement. Tu peux par exemple en profiter pour travailler ton équilibre si c'est un de tes objectifs, ou bien les saltos, les vrilles et les mouvements d'agilité de gymnastique en règle générale. Tu peux aussi en profiter pour jongler avec un ballon de foot ou des balles de jongle. Ici, c'est à toi de voir. À partir du moment où ça demande d'être concentré et que c'est pas un mouvement trop intense, ça fonctionne. C'est un excellent moyen d'améliorer sa coordination et continuer de s'échauffer tranquillement pour préparer le système nerveux aux efforts de force. Parce que tu le sais peut-être, mais la force, ça demande d'être échauffé musculairement forcément, mais aussi d'être prêt au niveau du système nerveux pour pouvoir recruter un maximum d'unités motrices en simultané. Donc si tu échauffes juste tes muscles et articulations, c'est probablement pas suffisant pour être au top de tes performances sur les mouvements de force statiques ou dynamiques qui suivent. Après ça, on a l'échauffement spécifique et progressif. Si dans ton programme tu as prévu des tractions lestées ou des tractions à une main, tu ne vas pas passer à ces exercices directement après ton échauffement, surtout si tu n'es pas habitué à faire les mouvements en question. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser une montée en force progressive qui est en cohérence avec tes objectifs principaux. Donc pour reprendre mon exemple de traction lestée, je réaliserai 2 à 4 séries progressives en restant loin de l'échec musculaire pour conserver au maximum mes performances et encore une fois préparer mon corps aux vrais efforts. Je pourrais par exemple faire une série au poids de corps, ensuite une série avec 15 kg de lest, une autre série avec 30 ou 35 kg, pour finalement réaliser une série avec ma véritable charge de travail qui serait aux alentours des 40 kg si je faisais 3, 4 ou 5 répétitions. Évidemment, ça sera à toi de l'adapter au mouvement en question. Si ton exercice de force à venir, c'est du développé militaire, tu peux faire exactement la même chose avec cet exercice. L'idée, c'est vraiment d'augmenter progressivement l'intensité de façon à ce qu'il n'y ait pas une marche gigantesque entre ta mobilisation articulaire et ton premier exercice de force. Parce que si tu fais ça, c'est qu'une question de temps avant que tu te blesses et tu veux pas être blessé, j'imagine. Voilà, une fois qu'on a fait ces 3 différentes étapes de l'échauffement, donc la mobilisation, le travail technique et la montée progressive, c'est ici que les choses sérieuses commencent puisqu'on va attaquer le corps de la séance et lui aussi, il sera divisé en plusieurs parties. La 4e étape, c'est donc les exercices de force. On commencera toujours la séance avec les exercices de force, c'est-à-dire avec les objectifs principaux. Donc si tu veux travailler ta planche et ton front lever par exemple, c'est exactement à ce moment-là qu'il va falloir le faire. Simplement parce que tu es encore en pleine forme et que c'est le moment où tu seras le plus chaud pendant ta séance. On choisira donc des exercices avec une intensité haute, un nombre de séries élevé, peu de répétitions et des temps de repos longs.
Donc tout dépend du format d'entraînement que tu utiliseras, mais en règle générale ici je te conseille de te focaliser sur 1 ou 2 exercices maximum. Plus tu seras dispersé et moins tu auras de résultats. Et cette partie ça sera souvent la plus difficile, la plus longue, mais aussi la plus intéressante puisqu'elle est directement reliée avec tes objectifs principaux. Pour reprendre l'exemple plus haut, si tu as comme objectif le front lever et la planche, tu pourrais choisir un exercice pour le front lever comme le front lever statique et tu pourrais choisir un exercice pour la planche comme les pseudo-planches push-up. Personnellement, j'aime bien alterner une série de chaque, ça permet de travailler les muscles antagonistes à chaque fois et comme ça, tu n'es pas obligé de prendre 4 ou 5 minutes de repos entre chaque série. Une dernière chose ici, tu ne dois pas aller à l'échec musculaire et tes séries, elles doivent être homogènes. Si sur ta première série, tu fais 10 secondes de static front lever et qu'à la dernière, tu fais plus que 5 secondes, c'est qu'il y a un problème. Tu dois être capable de réaliser les mêmes performances de série en série. C'est la preuve d'une séance bien menée et d'un choix judicieux des différents paramètres de l'entraînement. Donc si c'est pas le cas, c'est probablement que tu as tout donné sur la première série et que tu t'es cramé pour les séries suivantes, ou alors tu prends pas assez de temps de repos, ou alors l'exercice est trop difficile pour toi et il faut que tu passes à la progression inférieure. Étape numéro 5, les mouvements de base. Après l'entraînement de force, c'est le moment idéal pour travailler les mouvements basiques. Donc ici, j'intègre des mouvements comme les tractions, les pompes, les dips, les tractions australiennes, les pike push-up, le deadlift, le squat, le hip thrust, les fentes, etc. C'est quasiment toujours des mouvements polyarticulaires avec lesquels je suis déjà à l'aise. J'en choisis pas plus de 2 là encore, en essayant d'équilibrer les différents mouvements entre poussée verticale et horizontale et tirage vertical et horizontal pour ce qui est du haut du corps. Et pour le bas du corps, j'utilise un exercice pour la chaîne antérieure et un exercice pour la chaîne postérieure. Je déconseille vraiment de faire que du tirage vertical comme des tractions ou que des exercices de poussée verticale comme des dips par exemple. Il faut vraiment essayer de mixer et essayer d'obtenir un volume d'entraînement équilibré entre les différents mouvements et groupes musculaires, autrement tu créeras probablement des déséquilibres et potentiellement des blessures. Donc je diminue l'intensité, je diminue le nombre de séries, j'augmente le nombre de répétitions et je diminue les temps de repos. Et c'est vraiment capital de garder les mouvements de base dans son entraînement. J'ai testé personnellement de faire que de la force pendant plusieurs mois et je te garantis que c'était pas une bonne idée, donc surtout les oublie pas. Et si tu es régulier et sérieux dans ta pratique, c'est des mouvements que tu devras toujours faire et ça peu importe ton niveau. Après bien sûr, c'est possible de jouer avec les différents paramètres d'entraînement. Tu peux te lester, prendre des temps de repos très courts, réaliser des drop sets, des supersets et plein d'autres méthodes connues. En tout cas, je te déconseille de faire le classique 4 séries de 12 répétitions pendant 6 mois. À mon avis, il n'y a aucun intérêt et il faut toujours essayer d'intégrer une surcharge progressive dans ces séances d'entraînement. Simplement parce que si tu fais toujours la même chose, tu vas tourner en rond très rapidement. Donc c'est à toi d'être créatif en testant différentes choses et comme d'habitude, il y a plein de façons de faire. C'est à toi de tester et de voir ce qui fonctionne pour toi. Étape 6, c'est les exercices d'assistance, de préhabilitation, de réhabilitation ou d'isolation. À ce moment de l'entraînement, le gros du travail est fait, on se rapproche de la fin et c'est le moment idéal pour faire le travail de l'ombre. C'est ce que quasiment personne ne fait, à part les pratiquants sérieux qui ont une certaine connaissance dans la discipline. Pourtant, c'est autant, voire plus important que les gros mouvements polyarticulaires qu'on a bossé juste avant. C'est à la fin de la séance qu'on va sélectionner, pareil, 1 ou 2 exercices de façon à travailler sur ses points faibles avec des exercices d'assistance ou alors utiliser des exercices spécifiques pour la préhabilitation, donc le fait de renforcer une zone pour éviter les blessures, ou pour la réhabilitation, donc le fait de renforcer une zone après une blessure. Et c'est l'étape que la plupart des pratiquants ne font pas, et à mon avis c'est une grosse erreur parce que même si les mouvements sont moins attirants et stylés, ils sont vraiment nécessaires pour maintenir un corps et des articulations en bonne santé, ou alors pour travailler sur le maillon de la chaîne qui te manque pour réaliser certains de tes objectifs principaux. Tu pourrais par exemple intégrer un exercice pour travailler sur le deltoïde postérieur qui est souvent délaissé et qui te permettra de rééquilibrer les fibres musculaires de l'épaule. Tu pourrais aussi intégrer des tractions scapulaires pour travailler le mouvement initial des exercices de tirage verticaux, renforcer ton abaissement scapulaire et potentiellement transférer ça sur des tractions ou des muscle-up. Tu pourrais aussi réaliser des rotations externes pour renforcer ta coiffe des rotateurs, stabiliser davantage tes épaules et prévenir des blessures. Mais tu pourrais aussi faire des exercices d'isolation pour renforcer ton biceps si ton objectif c'est de réussir les tractions à une main et que tu sens que ton biceps te limite dans la réalisation de cet objectif. Bref, là encore, il y a plein de possibilités et c'est probablement le point où il faut s'y connaître un petit peu plus en termes anatomiques de façon à pouvoir relier les exercices d'assistance avec les objectifs principaux. L'idée étant de diminuer encore l'intensité, le nombre de séries et les temps de repos et d'augmenter le volume en faisant plus de répétitions. Le tempo doit être contrôlé sur les exercices et on reste relativement loin de l'échec musculaire. Voilà pour le point numéro 6 qui à mes yeux est vraiment important. Pour finir, on a le cool down.
Une fois que tout ça c'est fait, on se rapproche très clairement de la fin et c'est le moment de la détente. C'est un point qui est facultatif mais que je recommande grandement. Ça consiste à prendre en fin de séance 5 à 15 minutes de façon à prévenir le corps que la séance est terminée et qu'il peut commencer à se relaxer. Ça peut se traduire par de la méditation active ou passive ou alors des techniques de shaking, d'automassage ou des étirements légers. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant très longtemps, mais maintenant que je l'ai intégré dans mes séances, je trouve vraiment que ça a sa place et que c'est très utile pour optimiser sa récupération, prendre soin de son corps et revenir en pleine forme la session suivante. Et il y a peu de personnes qui le mettent en place dans leur séance, pourtant ça a été prouvé que c'est très utile pour pouvoir switcher rapidement entre le système sympathique et parasympathique. Pour faire simple, le système sympathique, c'est une partie du cerveau qui est activée lorsqu'on est en situation de stress, donc dans le cadre d'une séance d'entraînement par exemple. Et le système parasympathique est activé lorsqu'on est dans un état de relaxation. Les deux ne peuvent pas être activés en même temps. L'un des facteurs clés, c'est ton rythme cardiaque. Plus il sera élevé, plus il y aura de chances que tu sois dans le système sympathique. Plus il sera bas, plus il y aura de chances que tu te trouves dans le système parasympathique. En gros, le cool down ou les méthodes de refroidissement, ça permettra d'accélérer la vitesse à laquelle tu passeras de l'état sympathique à l'état parasympathique. Donc il affectera directement ta récupération nerveuse et musculaire. Et voilà pour ce 7e et dernier point. Une dernière chose, j'ai pas abordé la flexibilité dans cette vidéo, simplement parce que ça peut se placer un peu n'importe où dans une séance, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Tout dépend des méthodes de flexibilité utilisées et de l'objectif. C'est assez complexe et je voulais pas t'induire en erreur, donc j'ai préféré ne pas aborder le sujet. Pour récapituler, on a un échauffement divisé en 3 parties, la mobilisation articulaire, le travail technique et l'échauffement spécifique. Puis on continue avec le corps de la séance. Il est lui aussi divisé en 3 parties avec les exercices de force, les exercices de base et les exercices d'assistance. Et le corps de ta séance doit contenir entre 4 et 8 exercices en fonction du temps que tu as, du nombre de séries que tu fais, du nombre d'objectifs que tu t'es fixé et de ton expérience préalable. Et on termine avec le cool down pour optimiser sa récupération. Et je le rappelle, mais la méthode que je viens de te présenter, c'est une des méthodes que j'utilise personnellement. En aucun cas, ça veut dire que c'est la méthode parfaite et idéale. C'est celle que j'applique pour moi et certains de mes clients, mais évidemment, il faudra l'adapter à toi, ton niveau actuel, ton profil, tes disponibilités et tes objectifs. C'est simplement une trame à suivre. Le but était principalement de t'aider à y voir plus clair dans la conception d'une séance et t'assurer de cocher tous les aspects clés d'une bonne séance de A à Z. Après, libre à toi ou non de reproduire ce schéma si tu veux essayer pour tes propres entraînements. Dans tous les cas, si tu as besoin d'aide et que tu veux être coaché en ligne, c'est possible. Il te suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo pour avoir plus d'informations. J'espère comme d'habitude que la vidéo t'a plu et que tu as appris des choses et moi je te dis à très bientôt. Ciao!